Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débat autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos invités, des chroniqueurs, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons, au plan national surtout, évoquer le premier gouvernement du premier mandat. Du deuxième mandat, pardon, je me reprends, du deuxième mandat du président Roch Marc Christian Kaboré. Nous l'avons vu, donc, cette composition du gouvernement avec, en tout cas, un ensemble de choses à pouvoir dire. Nous allons donc débattre de ce gouvernement-là en long et en large. Et puis, second sujet, il s'agira de ces audiences avec le Premier ministre, des audiences accordées par des structures, bien entendu, de négociation, de réconciliation. Il s'agit du HCROUN et de l'HCDS au Conseil pour le dialogue social, voilà. Et puis le HCROUN, qui est le Haut Conseil national pour la réconciliation et l'unité nationale, ont été donc voir le Premier ministre. Nous revenons donc sur ces deux actualités avec mes invités qui sont sur ce plateau. À ma droite, Maître Kélem de Tambela. Il est donc avocat inscrit au barreau. Il est le président du CRI, qui est le cercle de réflexion et CRI, qui est le cercle de réflexion. Centre de réflexion, pardon, centre de réflexion et de recherche internationale des stratégies. Merci, je me retrouve bien. Je viens de regarder des images un peu horribles. Merci à vous. Et puis à ma gauche, André-Eugène Ilboudou. André-Eugène Ilboudou est donc directeur de la radio des écoles. Merci d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Bama Lagui. Il est donc rédacteur en chef du Courrier confidentiel, qui est un bimensuel d'investigation. Merci à tous d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes donc à 3. Je voudrais donc commencer par ces événements, je le disais, ces événements qui ont donc ébranlé notre télévision. Il s'agit de l'incendie qui est arrivé hier aux environs de 4 h du matin au niveau de la télévision. Donc la salle de réalisation est totalement partie en flammes avec tout ce qu'il y avait comme matériel, y compris le matériel existant, mais aussi ce qui avait été donc acquis nouvellement. Donc c'est vraiment une page assez triste pour la télé depuis ces dernières 24 heures. Mais Dieu faisant bien les choses, la télé continue donc son programme avec bien sûr tout ce que vous aviez d'habitude comme programme, comme contenu. Et puis nous avons, en tout cas au nom de la direction, je voudrais donc remercier, traduire les remerciements à tous ceux qui ont fait un élan de solidarité avec nous, avec la télévision. Il s'agit bien sûr pour commencer de l'effort donc des militaires du feu, donc, qui sont venus, les sapeurs-pompiers que vous voyez, ils sont venus, les pompiers ont été vraiment très dynamiques, très aptes, ils sont arrivés avec une certaine, en tout cas un professionnalisme hors du commun. Ils ont pu donc maîtriser donc, les flammes qui ont été contenues dans l'unique salle de réalisation. N'eût été leur capacité de maîtrise et leurs efforts, les dégâts auraient pu être encore plus énormes. Et donc nous tenons à leur dire merci à ces soldats du feu qui sont venus donc à notre secours. Merci aussi à tous ceux qui ont fait, en tout cas qui se sont exprimés, qui ont exprimé leur solidarité avec la télévision, et commencer par les autorités du gouvernement. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est venu, le ministre donc, de l'Environnement, M. Sankara, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Zéphirin Diabré, ainsi que bien d'autres personnalités qui sont venues ou qui ont tout simplement manifesté. Le Conseil supérieur de la communication, sa délégation qui est passée, et puis bien entendu le grand public, les téléspectateurs, des confrères d'ici et d'ailleurs. En tout cas, on tient à dire merci à tous ceux qui donc ont exprimé leur compassion avec la télévision BF1. Merci à vous sur le plateau. André-Eugène Ilboudou. Je suis aussi passé, je n'étais pas à Ouagadougou quand j'ai appris la nouvelle, mais quand je suis rentré, je suis automatiquement venu effectivement porter toute notre compassion, c'est la maison. Mais ce qu'il faut remercier encore le bon Dieu, comme je disais au directeur de la télévision, nous sommes tous croyants, ce n'est que le matériel. Nous pouvons remercier le bon Dieu, parce que je sais que le matériel reviendra. Or, si on avait perdu des humains, ça ne revient pas. Donc, encore une fois, c'est je dirais une tragédie, mais avec des proportions limitées, on ne peut remercier que le bon Dieu. Voilà. Maman? Moi, j'étais heureux quand
J'arrivais ce matin devant la télé de voir le DG avec un visage assez éclatant. Moi, ça m'a réconforté. Pour dire que ce genre d'événement ne doit pas nous ébranler. On doit apprendre à vivre avec ça. Et vivement qu'on puisse situer les causes de cette tragédie, comme le doyen l'a dit. Et que, bon, si toutefois il y a des responsabilités à situer, que ça puisse être fait. Au cas où c'est un incendie aussi qui est venu de façon naturelle aussi. Bon, le matériel, comme il a dit, c'est sûr que la télévision va retrouver le matériel. Voilà. Et donc, Dieu merci, on continue d'émettre, la télé continue d'émettre. Nous sommes là ce matin pour continuer le travail. C'est le plus important, avançons. Merci. Maître? Oui, bon, moi j'étais hors de Ouagadougou. Je suis rentré hier dans la soirée, et quand j'ai appris cela. Et ce matin, j'ai discuté avec un des techniciens de la maison. Et ce que je retiens, c'est qu'on dit parfois qu'à quelque chose, malheur est bon. Je souhaite que la direction de BFM tire le son, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé et prévoit des mesures de conservation des archives et des documents. Donc c'est ce de quoi j'ai discuté avec le collègue là. Parce que d'après ce qu'il m'a dit, c'est que beaucoup d'archives sont parties, notamment dans la salle de l'arrangement, etc. Je pense que la direction doit en tirer une leçon et prévoir des mesures de substitution, de sauvegarde, etc., pour que même en cas d'incendie, ce qui est important pour la maison, parce que les archives, c'est la mémoire, c'est la structure même. Donc prévoir des mesures pour que même en cas d'incendie, ça puisse être sauvé. Moi, c'est mon souhait le plus ardent. Merci, Maître Kilem. On est donc, on vous remercie tous. On remercie une fois de plus tout cet élan donc, de solidarité à l'endroit de BF1. Merci. On commence avec nos sujets politiques déjà avec le nouveau gouvernement. En tout cas, le premier gouvernement du deuxième mandat, c'est comme ça qu'on dit, premier gouvernement du deuxième mandat. Le gouvernement, le gouvernement a été donc connu dimanche dernier. Nous pouvons dire que c'est un gouvernement qui, dans la forme, ressemble aux autres en termes de nombre, mais il y a quand même des innovations ou des choses qu'on peut dire. Il y a des faits, des entrées, des sorties, et puis un ministère de la réconciliation nationale. Et puis, bon, voilà ce qu'on peut dire déjà. Et je vous laisse la parole à vous. Selon votre analyse, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir dans la formation de ce gouvernement? Laïbama. Depuis le dimanche dernier à aujourd'hui, ça fait déjà une semaine. Je pense que tout le monde a eu son mot à dire sur ce gouvernement. Tout a été dit. Et ce qu'on peut retenir, c'est que, comme d'ailleurs beaucoup d'observateurs l'ont relevé, il n'y a eu qu'un petit remaniement de gouvernement. Quelques têtes sont parties, d'autres restent. D'autres, bien sûr, qu'on aurait voulu voir partir, sont restés malheureusement. Et moi, ce que je retiens essentiellement, c'est qu'il n'y a manifestement pas une volonté, si on s'en tient à ce qui est donné de voir, il n'y a pas une véritable volonté de changement quand on observe ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a des têtes qui sont parties, comme je l'ai dit, mais il y en a qui restent, que moi j'aurais voulu voir partir, notamment des têtes qui sont tout le temps citées dans les cas de corruption, de pillage des deniers publics qui sont toujours dans le même gouvernement. Ça montre qu'il n'y a manifestement pas de volonté de changer quoi que ce soit. On va continuer avec les mêmes pratiques de corruption, de malgouvernance et tout ça. Et ça, c'est dommage. L'autre aspect qu'il faut relever, c'est que on note des ministères où on se demande si c'est pas vraiment, on se demande s'il y a de la vision dans la gestion de ce pays, si les gouvernants ont une véritable vision. Et c'est ce qui donne lieu à ce qu'on constate comme bricolage, moi j'appelle ça un bricolage institutionnel, à la tête de certains départements ministériels, où on vient du jour au lendemain, on décapite un ministère, on le scinde en deux, et quelques mois après on remet le même ministère ensemble. On se demande bien ce qu'on voulait faire finalement. C'est-à-dire que quand on prend un ministère comme le ministère des Affaires étrangères, mines, justice et droits humains. Voilà, justice, où en temps on était à justice et droits humains ensemble, on vient du jour au lendemain, on les scinde en deux, et le lendemain encore on revient, on remet ensemble.
C'était quoi la vision derrière tout ça? C'est vraiment un bricolage qui laisse croire qu'il n'y a vraiment pas de vision dans la gestion de ce pays. C'est vraiment un tâtonnement qui ne donne pas vraiment à espérer des lendemains meilleurs pour ce pays. Et ce qui est encore plus grave dans ça, c'est que quand on écoute un peu les financiers, ceux qui gèrent les ressources et tout ça, c'est de grandes sommes d'argent qui s'envolent dans tout ça inutilement. Parce que figurez-vous, quand on scinde un ministère, tout ce qui est comme imprimé les imprimés pour le fonctionnement de l'administration, les documents et tout ça, il faut tout reprendre à zéro. Et s'il y avait un paquet qui est là, c'est à brûler, ça ne sert plus à rien. Alors que c'est beaucoup d'argent qui a été investi dans ça et qu'on va partir comme ça, et sans compter tout ce qui est panneaux de signalisation, pancartes et tout ça qu'on a confectionné, il faut encore répartir partout. C'est des millions, des centaines de millions, même des milliards qui vont comme ça, pour un pays qui est pauvre comme le Burkina, où on a besoin de cet argent pour construire peut-être des écoles et tout ça, on ne comprend vraiment pas pourquoi c'est comme ça. Et ça, Mais c'est en même temps, dommage. quand on regarde, il y a quand même des éléments qu'on peut noter. On remarque par exemple que dans ce gouvernement, il y a au moins 9 femmes qui sont là, qui rentrent dans le gouvernement. On a au moins 6 à 7 ministères délégués qui sont créés. On a par exemple que pour une fois, les alliés n'ont pas eu, en tout cas, des ministères au-delà d'un portefeuille ministériel. Est-ce que ça aussi, on peut mettre ça dans le compte de la volonté, par exemple, du gouvernement, de pouvoir de rééquilibrer un peu les choses? Moi, ça, c'est des choses, moi, j'analyse ça comme du superficiel. C'est pas ça le plus important pour ce pays. C'est l'histoire de, oui, on est allé à 9 femmes et tout ça. C'est bon. Mais il y a plus important que ça. On attend ces gouvernants sur d'autres chantiers plus importants où ils ne donnent pas de la voix. Et c'est ça qui décourage. Sinon, à mettre 9 femmes dans un gouvernement, les féministes vont dire oui, Dieu merci, on a avancé. Mais fondamentalement, ça nous apporte quoi fondamentalement? Il y a des chantiers plus importants comme la lutte contre la corruption où on voit vraiment des grands actes se poser. Malheureusement, on attend en vain des actes à ce niveau. C'est ça qui est dommage. Maître Kielem, Oui. analyse du nouveau gouvernement? Quelle analyse on peut faire? Ce que je trouve, c'est que c'est la continuité. Selon la Constitution, le Premier ministre conduit la politique du gouvernement. Quand on veut changer de politique, on change de Premier ministre. Donc le fait de le conduire le même Premier ministre veut dire qu'il n'y a pas de changement de politique. C'est la continuité. Et ce qui s'est passé au niveau du gouvernement, c'est un certain rééquilibrage pour récompenser les alliés. Tous ceux qui ont soutenu la candidature de Roch Kaboré, etc. Il fallait trouver un poste pour chacun. C'est ça. Même la création du ministère d'État en charge de la réconciliation, tout ça rentre dans le cadre de la récompense des alliés. Ce n'est pas pour changer une vision donnée. J'ai toujours dit ici que ce régime est un régime de gestion et non de mission. Donc, ce que dit Bama, ce n'est pas surprenant. Quand on vient pour gérer, on ne vient pas pour réaliser un idéal ou pour réaliser un objectif. On vient pour gérer les choses et on gère avec les copains, les amis, les camarades. Donc, scinder les ministères, les joindre, tout ça, c'est en fonction maintenant de ceux qu'on veut nommer et qu'on veut récompenser. Non pas en fonction d'une certaine vision. Mais donc, c'est tout à fait logique. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les partis alliés du pouvoir, ce sont par exemple le NTD qui s'est tiré avec 13 députés. 13 députés, mais qui se retrouvent avec un portefeuille ministériel. Monsieur Loukman. Il garde le portefeuille ministériel des transports. Oui, d'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre. NTD, MPP, c'est la même chose. Donc, on peut dire au NTD, bon, même si vous n'avez qu'un ministère, de toute façon, vous vous retrouvez dans les MPP, voilà, ça va. Deuxièmement, il faut dire qu'il n'y a pas que les postes ministériels. Attendons de voir les postes au niveau de l'Assemblée nationale, les vice-présidences, etc. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas. Ils peuvent se retrouver là-bas. Ensuite, il y a les postes de direction dans les sociétés. Il y a les ambassades. Donc, ce n'est pas encore fait. Le gouvernement n'a été que mis en place. Les grands strapontins ne sont pas encore nommés ou déterminés. Attendons de voir. Donc, on peut ne pas se retrouver dans le gouvernement et puis se retrouver ailleurs dans les institutions de l'État. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, pour le ministère de la Réconciliation, l'UPC n'était pas l'allié du MPP. Mais au monsieur l'UPC Loukman, était opposé au MPP monsieur lors des Loukman, élections. vous avez suivi le discours de Zéphirin.
Hein, c'est le discours qu'il a fait, n'est-ce pas, pour présenter, n'est-ce pas, son allégeance à Marc Christian Kaboré. Ça veut dire qu'il a viré à 360 degrés, il a fait un virage complet. Donc, à partir de ce moment, maintenant, il devient un allié du régime. Et il fallait lui trouver un poste. Et donc, le poste, je pense qu'il a été taillé exprès même pour Zéphirine Diabré. Parce qu'en matière de réconciliation, il y a déjà, les structures sont là. Le Haut Conseil, qui est supérieur à un ministère, est déjà là. Le Conseil économique et social est déjà là. Le médiateur du FASO est déjà là. Est-ce qu'on avait besoin encore de créer un poste, n'est-ce pas, pour la réconciliation nationale, quand moi, je pense qu'il n'y a même pas de problème de réconciliation au Burkina Faso. Hormis les comptes du CDP, qui ont quelque chose, n'est-ce pas, à se plaindre par rapport, n'est-ce pas, on va y à arriver. On va arriver à ce débat un peu plus loin. Oui, André Génie-Boulot. Bon, écoutez, quand le gouvernement est nommé, chacun sort son calepin et puis avec son bic et puis il fait le décompte qu'il veut décompter. Les femmes vont décompter le nombre de femmes, les jeunes vont décompter le nombre de femmes, les jeunes vont compter le nombre de jeunes, les régions vont compter le nombre de fils de leur région qui sont dans le gouvernement et tout est quanti. Ce qu'il faut dire, le peuple burkinabé a choisi de reconduire M. Roch-Marc Christian aux commandes du pays. À l'Assemblée nationale, ils ont choisi de reconduire le président de l'Assemblée nationale. Au Premier ministère, le président Roch a choisi de reconduire le Premier ministre. Et le Premier ministre a choisi de reconduire les 2/3 de ses ministres. Écoutez, quelle est l'analyse que vous voulez que l'on fasse? Je crois que, bon, effectivement, le peuple burkinabé a élu le président Roch pour un programme. Certainement que c'est le programme qui plaît au peuple, et donc il va reconduire son programme. Maintenant, ceux qui ne trouvent pas leur affaire dans cette affaire, attendons encore 2025 pour voir qu'est-ce que vous allez mettre en place. Moi, je pense que l'analyse... Quand on regarde la configuration de ce gouvernement, est-ce que c'est un gouvernement qui peut réellement porter les espoirs que le peuple a placés au président? Mais le président Roch, en faisant campagne, a dit, moi j'ai 10 chantiers à mettre en œuvre. Et j'imagine que le peuple burkinabé l'a élu en connaissance de cause, en accord avec les 10 chantiers qu'il veut mettre en œuvre. Il a choisi une personne pour venir piloter, pour commander l'avion, pour qu'il pilote ces 10 chantiers. Et le pilote de l'avion, qui est le Premier ministre, choisit les personnes avec qui il pense pouvoir arriver à terme. Moi, je pense que, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais encore une fois, quand vous trébuchez, mais ne regardez pas là où vous êtes tombé, regardez là où vous avez trébuché. C'est le peuple qui a choisi le président Roch-Marc Christian Kaboré qu'il a reconduit à son mandat. Si le peuple n'est pas d'accord, il s'en prendra. Il s'en prendra lui-même, puisque c'est lui qui a voté. Je crois que maintenant, quant à la reconfiguration, les alliés, etc., moi, j'ai toujours estimé que tous les politiciens du Burkina sont l'équipe nationale du Burkina. Vous avez 24 joueurs. Pour s'entraîner, ils font 2 camps. Il y a des gens qui s'excitent à soutenir l'équipe A contre l'équipe B. Mais ce sont les mêmes joueurs avec le même entraîneur. Au Burkina, vous n'avez pas 2 politiques séparées, différentes. Mais regardez depuis une vingtaine d'années. Tous les mêmes politiciens sont tous du même bord, sauf qu'à l'entraînement, ils se divisent pour jouer contre eux. Mais après l'entraînement, ils reviennent ensemble et puis ils sont au vestiaire ensemble. Moi, je ne vois pas en quoi on veut nous faire croire qu'au Burkina, il y a des gens qui sont contre, sauf ceux qui sont... Bon, bien sûr, dans une équipe, il y a des supporters très zélés qui arrivent à insulter un joueur contre une autre équipe. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'après l'entraînement, ils vont être ensemble. Et c'est ce qui se passe au Burkina. Moi, je ne vois pas en quoi quelqu'un qui suit la politique du Burkina, qui analyse la politique du Burkina, peut être étonné de ce qui se passe actuellement au Burkina. D'accord. Alors, Maître Kilem, on revient. On a suivi, par exemple, la mise en place de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale. L'ensemble des députés ont porté leur voix pratiquement à l'unanimité. 23 voix sur 27, voilà, c'est pratiquement à l'unanimité. Et puis après, Zéphirine Diabré, donc, qui était donc arrivé au niveau de la présidentielle,
troisième à la présidentielle, a rejoint par exemple la majorité, donc est maintenant entré dans le gouvernement. Quel type de gouvernement ou de gouvernance on peut avoir au Burkina aujourd'hui, avec l'entrée par exemple de l'UPC à la majorité? Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que l'opposition va réellement pouvoir faire du poids il faut dire que c'est presque un gouvernement de consensus, hein, un peu comme on avait eu au Mali, sous ATT, à cela près que quand même le CDP reste dans l'opposition. Voilà. Mais très fragilisé, parce que son allié de poids, qui était l'UPC, quand ils étaient dans l'opposition, a fait défection et est parti avec armes et bagages dans la majorité, y compris avec les stratégies qu'ils confectionnaient ensemble au sein de l'opposition. Donc, même le CDP, même si le CDP reste dans l'opposition, il est quand même un peu fragilisé. Cela dit, tout dépendra maintenant de la ligne politique du CDP. Sinon, si vous remarquez sous Blaise Compaoré, il y avait des situations où le parti au pouvoir avait pratiqué un plus grand nombre de députés, mais l'opposition était quand même assez ferme et dynamique, hein, notamment avec l'UNIL PS, avec à un moment donné l'ADF-RDA de Herman, le FFS. Voilà, avec le FFS, etc. Donc tout dépendra maintenant de la politique de ces gens-là. Sinon, si c'est par rapport au nombre de députés, ils en ont suffisamment pour constituer une politique d'opposition et d'alternative. Mais est-ce qu'ils en auront la volonté et le dynamisme? C'est ça la question. Parce que n'eût été une question de leadership, moi je pense que Edi Komboigo se serait bien vu aussi dans le pouvoir. Voilà. En même temps que l'UPC. En même temps que l'UPC. Mais maintenant, c'est une question maintenant de leadership, sans doute. Sinon, ce n'est pas une question de ligne. Parce que, comme j'ai eu à le dire ici, ils sont tous sortis du même laboratoire politique, le laboratoire de Blaise Compaoré. Que ce soit Zéphirien Diabré, que ce soit Edi Komboigo, que ce soit Carlet Désiré Ouedraogo, que ce soit Rochmal Christian Kaboré, c'est le même laboratoire politique qui les a fabriqués. Donc, en fait, ils ne s'opposent que sur des questions de positionnement. Voilà. Pourquoi lui et pas moi, etc. La différence se retrouve à ce niveau. Mais Edi Komboigo étant le chef de file de l'opposition conféré par la loi à l'issue des législatives, est-ce qu'il peut rejoindre... Monsieur Loukman, est-ce qu'il peut rejoindre il peut rejoindre la majorité. N'oubliez pas que Gilbert Ouedraogo était chef de file de l'opposition et membre du gouvernement. Et c'est après maintenant que, suite, n'est-ce pas, au tollé que cela suscitait, que petit à petit, il a dû se résigner à quitter le statut de chef de file de l'opposition. Donc, si vous vous rappelez, il fut un temps où il était chef de file de l'opposition et ministre. Bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, je voulais dire oui, rapidement. Non, mais encore une fois, l'analyse. Hein. Regardez, je me rappelle la phrase de Maître Benewende quand il inaugurait le siège de file de l'opposition. Il a dit aux gens du CDP avec un humour caustique, moi, j'inaugure le bâtiment, le siège de chef de file de l'opposition pour qu'un jour vous veniez y siéger. Est-ce que c'est une prémonition, est-ce que c'est une prédiction? Et voilà ce qui arrive. Mais ce qu'il faut dire, moi ce n'est pas... Ce qui m'intrigue, ce qui m'étonne dans le ralliement de M. Zéphirin, ce n'est pas le ralliement de M. Zéphirin, c'est que le CDP ne soit pas rallié au MPP. Parce que c'est la même famille. Ils se sont séparés à un moment donné à cause du couscous. Mais ce sont les fils d'un même père. Moi, j'aurais vu... Ce qui m'étonne, c'est que le CDP n'ait pas rejoint M. Marc Christian. C'est ça qui m'étonne. Le contraire ne m'étonne pas. Maintenant, ils ont eu le... Je termine. Ils ont eu le grand nombre de députés. Mais si M. Edi sortait pour dire, nous, on a eu le grand nombre de députés, mais nous, on va aller à la majorité, parce que nous sommes tous fils d'un même père. Est-ce qu'on y va comme ça? On est d'abord accepté, on est appelé. Est-ce qu'on y va comme ça parce qu'on Non, mais s'il déclarait qu'il ne veut pas jouer le fil de l'opposition parce qu'il estime qu'il n'est pas de l'opposition. Vous savez, M. Zéphirin a dit qu'ils étaient 3 grands baobabs et les 3 grands baobabs vont se mettre ensemble pour terrasser, je ne sais pas... Les deux vont terrasser un. Les deux se mettront ensemble pour terrasser un. Ah, ok. Voilà. Mais moi, j'avais cru que c'était les baobabs, c'était l'UPC, le CDP et... Ah non, bon, c'est les bien deux. sûr, avec le MPP, avec les 3 baobabs. Donc voilà, mais maintenant, un baobab a rejoint celui qu'il voulait terrasser. Moi, je ne vois pas pourquoi l'autre baobab... Donc il y a toujours du 2 contre 1. Alors, Bama, est-ce qu'aujourd'hui, on est en plein dans une sorte de démocratie consensuelle qui ne dit pas son nom? Même s'il y a une opposition aujourd'hui, il y a le CDP donc, qui incarne cette opposition à travers le chef de file. Est-ce que, quand on regarde un peu l'ensemble des choses,
est-ce qu'on est dans une sorte de démocratie consensuelle où pratiquement il n'y a pas d'opposition? Franchement, je ne m'en sors pas trop dans ces concepts. Démocratie consensuelle, démocratie, voilà. Une chose est sûre, c'est que au sortir du scrutin du 22 novembre passé, on n'a plus d'opposition au Burkina. Ça, au moins, c'est clair. Et surtout, ça s'est confirmé encore avec le ralliement des Éphirans dont tout le monde parle. Ça a tué totalement toute idée d'opposition au Burkina. Aujourd'hui, même avec le CDP qui est, avec CDP, il a bien dit, les partis non affiliés, l'ONA, par exemple, du professeur Soma, qui sont à l'opposition. Non. Bon, ces partis qui viennent de naître, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils représentent réellement sur l'échiquier politique. Il n'y a plus d'opposition, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a plus d'opposition. L'opposition peut-être viendra de la société civile et de la presse. C'est tout. Sinon, aujourd'hui, l'opposition, il ne faut pas compter sur le CDP pour être opposé au CDP et au MPP aujourd'hui, avec cette histoire de réconciliation que tout le monde recherche. Ils ne sont pas fous. Ils vont négocier tout le temps avec le MPP pour faire entrer leur Blaise Compaoré et tout ça. Voilà leur objectif. Donc, il ne faut pas compter sur eux. On n'a plus d'opposition. Ça, il faut que tout le monde se rende à l'évidence de ça. Maintenant, la société civile doit s'organiser. La presse doit s'organiser pour vraiment jouer le rôle de l'opposition au Burkina désormais. Est-ce qu'il revient à la société civile de jouer le rôle d'opposition? Le doyen, oui. Il a dit que c'est le programme du président Kaboré qui a été plébiscité par le peuple. Moi, j'ai dit non. Ici, au Burkina, il n'y a pas de programme. On ne lit pas les gens, il n'y a pas de programme. Ça, c'est clair. Les gens, c'est qui a donné beaucoup de sacs de riz, qui a donné beaucoup de t-shirts, qui a donné beaucoup de billets de 2000 à l'entrée des stades. C'est ça qu'on élit. Il n'y a pas de programme ici. Oui, donc, mais quand on élit quelqu'un sur la base d'autres moyens, par exemple, pour des questions d'intérêt, billets de banque, sac de riz, mais la personne vient avec son programme. Oui, donc, si vous ne regardez pas le programme que vous lisez, mais c'est son programme qu'il va appliquer. Justement. Donc, ce n'est pas la pertinence du programme forcément qui fait élire quelqu'un, mais c'est d'autres choses. Sinon, je crois qu'il y a des experts qui ont fait des analyses de différents programmes. Et le programme, d'un point de vue, oui, c'est pas le meilleur forcément qui a été retenu. C'est vrai que là, on va dire, bon, quels sont les critères et tout ça. Mais je veux dire que ici, dans notre contexte-là, les programmes n'ont jamais servi de base pour choisir un président. Ça, c'est clair. André, non, moi, je voulais dire, par rapport à l'opposition, la presse ou la société civile n'est pas un pouvoir organisé et reconnu au niveau de la Constitution. C'est vrai qu'il peut faire des plaidoyers, des pressions pour que des changements changent. Mais encore une fois, je le rappelle, que l'opposition, elle est parlementaire. L'opposition n'est pas exécutive, l'opposition n'est pas... elle est législative, elle n'est pas judiciaire, elle n'est pas exécutive. On s'oppose au Parlement. Et c'est là que l'on retrouve la droite ou la gauche traditionnelle. Or, si nous regardons les faits, puisque ce qui nous intéresse, nous, dans notre métier, c'est regarder les faits. Chacun fait le commentaire qu'il veut après, mais c'est les faits que nous regardons. Ils sont allés pour élire leur président de l'Assemblée nationale. Mais ce que Bama dit, c'est que, selon Bama, le CDP et l'ADF-RDA, qui sont donc les deux grandes figures de l'opposition aujourd'hui, y compris des autres partis de l'ONA, de l'opposition non affiliée par le passé, à cause, par exemple, du projet, donc du programme de réconciliation nationale, ne pourrait pas à la fois tirer sur la corde. Non, c'est ce que je voulais dire. Ça ne peut pas les handicaper, par exemple, l'opposition. Je veux dire aujourd'hui, non, j'amène de l'eau à son moulin. Ça veut dire qu'au Burkina, il n'y a pas d'opposition. Puisque au niveau parlementaire, vous n'avez pas d'opposition. Personne n'a dit, lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, moi je suis de l'opposition. Parce que même s'il y avait un seul, c'est les deux peut-être que je regarde. Ceux qui ont voté contre, on aurait aimé savoir qui. Peut-être que c'est sur les 127 que l'on peut compter comme l'opposition à l'Assemblée nationale. Si vous ne connaissez pas les deux, il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale. Et donc, il n'y a pas d'opposition puisque l'opposition se manifeste au niveau du Parlement. L'opposition ne se manifeste pas au sein du gouvernement. L'opposition ne se manifeste pas au sein de la magistrature, qui est le troisième pouvoir. Au niveau de la presse, c'est vrai qu'on dit que la presse est un pouvoir, mais ils vont nous dire qui vous a élu, qui vous a mandaté, etc. etc. La société civile, André, il y a une chose qui est dite que le public écoute, oui, mais qu'il faudra peut-être
mieux dire. Parce Oui. que quand on dit qu'à l'Assemblée, il n'y a pas d'opposition, il y a eu seulement que le vote du président de l'Assemblée. C'était un vote. Non, mais maintenant, est-ce que les fonctions on connaît un peu les prérogatives ou les fonctions du Parlement? Non. C'est de consentir l'impôt, c'est de voter les lois, c'est de contrôler l'action du gouvernement. On n'en a pas encore là. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là qu'il faut attendre l'opposition? Non, tous les arrangements que les gens vont faire, ce sont des arrangements entre petits copains que les gens vont faire. Mais je vais dire, si on doit être à cheval sur les principes, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir des œufs de pintade et vous pensez que ça va éclore des poules. D'accord. Merci. Ouais. Maître Killen? Non, bon, il faut... Toujours, est-ce que quand on regarde un peu l'opposition aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'elle ne Non, on pourrait peut pas, pas dire que avec le temps, le chemin faisant, est-ce qu'elle ne va pas aussi prendre la mesure du problème? Pour le moment, on ne peut pas dire que l'opposition n'existe pas. Le CDP a 20 députés, l'ADF en a 3, ça fait 23. L'agir. L'Agir en a 2. On ne peut pas dire pour le moment que l'opposition n'existe pas, parce qu'on ne les a pas encore vus sur le terrain. Bon, par exemple, par rapport à l'élection du président de l'Assemblée nationale, il faut dire que ce n'est pas par là qu'on détermine si l'opposition existe ou pas. On peut ne pas être d'accord avec la politique du régime et puis être d'accord avec celui qui va présider l'Assemblée nationale. C'est une question de personnalité. C'est comme, par exemple, les élections de proximité dans les mairies, par exemple, pour l'élection du maire, par exemple. Vous voyez des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique que représente le parti du maire, mais qui estiment que c'est la personnalité la mieux indiquée pour conduire la mairie. Est-ce que vous avez vu? Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la même chose. On peut ne pas être d'accord avec la politique du MPP, mais estimer que parmi les personnalités dans le rang pour être président, celle-ci est la mieux placée pour faire l'affaire. Et sachant que nous, l'opposition, même si on présente notre candidat, il n'a aucune chance de passer. Donc, autant voter pour celui que nous pensons être à même de représenter l'institution. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne s'oppose pas à la politique. Cela dit, oui. Ok, allons-y, on continue. Oui, cela dit, il faut attendre maintenant pour voir sur le terrain comment le CDP, comment l'ADF, etc. vont se manifester. Bon. Connaissant les personnalités en cause, moi, je suis presque sûr qu'ils ne s'opposeront pas frontalement à la politique du MPP. Donc, on peut dire pratiquement que c'est un régime de consensus. D'accord. Alors, je vais vous poser peut-être... D'accord. On va continuer quand même pour parler peut-être des ministères qui sont là et des personnalités qui sont dans ces ministères. On a par exemple l'administration territoriale, M. Clément Sawadouo par exemple qui est revenu. On a la défense avec Chichérif qui a été maintenu. On a les affaires étrangères avec M. Alpha Bari qui a été donc gardé. Et puis on a l'entrée par exemple de 2 ministres qui font un peu la différence. C'est le ministère des villes, donc qui est une nouvelle notion confiée à M. Benoué Sankara, et le ministère de la Réconciliation. On commence avec les ministères de la Défense, de l'administration territoriale et des Affaires étrangères, quand même des ministères assez importants, comme aussi celui de la Justice. Bama. Non, c'est comme je l'ai dit tantôt, hein, toutes ces choses-là, ça n'augure de rien, il n'y a rien qu'on puisse espérer de tout ça. Ministère des villes, c'est quoi? Ça dit que souvent on a l'impression qu'on pense que non, il s'agit de se lever un matin, changer de dénomination d'un ministère, et puis bon, ça change tout à la vie des gens. C'est pas ça. C'est ce qu'on met dedans. On aurait pu conserver les mêmes dénominations, mais ce qu'on se met à travailler, à faire à mener comme action, en gardant les mêmes dénominations, qui est le plus important. Sinon, quand on dit ministère de l'habitat, de l'urbanisme, ça s'arrête là, ou qu'on ajoute ville, moi, je ne vois pas encore ça changer. C'est une politique de la ville aujourd'hui, parce que l'urbanisme, l'habitat, oui, mais la ville, c'est toute une autre politique. Et quand on était au ministère de l'habitat, il n'y a pas de ville hein, au Burkina. Il n'y a pas de politique de ville au Burkina. Alors, le Premier ministre a expliqué que c'est une préoccupation qui est prise en compte au regard de comment les villes aujourd'hui la préoccupation, moi je crois que pour pouvoir réaliser cette préoccupation, en tout cas pouvoir la résoudre, ce n'est pas forcément dans les mots, c'est dans les actes qu'on va poser. C'est ça le plus important. Parce qu'à vouloir chaque fois changer des ministères de dénomination, avec tout ce qu'il y a comme conséquences financières, et puis après, on regarde même fondamentalement ce qu'on met dedans, ce qu'on fait, on ne voit rien. Ce n'est pas la première fois qu'on change de dénomination des ministères, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a à changer dedans? C'est ça la réalité. Plusieurs fois, on a changé de dénomination des ministères, mais c'est les mêmes pratiques qu'on continue dedans, rien n'a été changé fondamentalement dans les actes des gens.
Ce n'est pas les mots, c'est les actes. On a aussi la défense, par exemple, est-ce que le maintien de Chérussi, est-ce que ça voudrait dire qu'en matière aujourd'hui de lutte, parce que la problématique la plus importante aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est la lutte contre le terrorisme. Est-ce que quand le président renouvelle sa confiance au ministre de la Défense, ça voudrait dire que quelque part, son travail convient au président? Oui, sans doute, sans doute. Peut-être qu'avec cette accalmie qu'on a pu quand même constater depuis un certain temps au niveau du front là-bas, on note de plus en plus moins d'attaques, moins de morts. Peut-être qu'il a son petit secret à lui qui lui permet d'avancer sur ces points-là. Peut-être que c'est ce qui a motivé le président à le maintenir. À ce niveau, moi, je n'ai pas de problème. Et en plus, lui, je ne vois fondamentalement pas ce qu'on puisse lui reprocher pour le moment dans sa gestion. C'est vrai que c'est un milieu beaucoup plus pas à la portée de nous autres. On ne sait pas ce qu'il y a dedans parce que c'est la grande muelle, comme on dit. Mais publiquement, on n'a pas encore eu on peut retenir qu'il a quand même tenu on ne sait rien d'abord. Ce n'est pas pour dire que tout est bon là-bas. Mais en attendant, on ne sait rien d'abord. En plus, sur le terrain aussi, on voit que ça va un peu. Bon, on peut comprendre ça comme ça. André Jeune? Non, les ministères que vous avez cités, ben, si vous prenez, il y a des ministères qu'on avait élargis, qu'on ramène des affaires étrangères. On a ramené les Burkinabés de l'étranger, la politique africaine encore au ministère. Bon, écoutez, sachant, et ce sont les mêmes personnes qui sont là. Je vois que le ministre d'État, Siméon, qui avait en charge la cohésion sociale, on a amputé la cohésion sociale, on a enlevé la cohésion sociale, on a ramené à la réconciliation nationale. Bon, ça veut dire qu'on est en train de réarranger. Les personnes qui sont là, bon, peu ou prou, ce sont les personnes, les ministères que l'on vient de citer, qu'on prenne le ministère de la Défense ou qu'on prenne le ministère des Affaires étrangères. Mis à part les petits lififis que l'on a au sein de chaque ministère, bon, chacun a essayé de faire ce qu'il peut. Donc, bon, écoutez, comme j'ai dit dès le départ, on a reconduit les gens, on a fait un petit remaniement. On sait aussi que le président Roch, ce n'est pas une personne qui aime tout chambouler, etc. Vous avez des ministres qui sont là depuis 5 ans et puis ils reprennent encore après 5 ans. Bon, c'est sa politique à lui. Donc, je crois que c'est lui qui est le navire, c'est lui le commandant du navire. C'est lui qui sait qui est ses capitaines et qui sont ses matelots. Et c'est lui qui conduit sa politique. Bon, nous, on ne peut que regarder en tant que peuple. Maître Kielem, sur ces ministères, Affaires étrangères, ministère de Défense, ministère de l'administration territoriale, Clément Sawadogo, par exemple, qui était là, qui est parti et qui est revenu encore. Donc, non, il faut d'abord dire que, bon, comme a dit Bama, n'est-ce pas, ce n'est pas la dénomination des postes ministériels qui est important. C'est ce qu'on met dedans, c'est le contenu. Si vous avez remarqué, à un moment donné, on a eu un ministère des Transports et de la Mobilité urbaine, si je ne me trompe. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est comme quand c'était simplement le ministère des Transports. Au point de vue mobilité urbaine, on n'a pas vu d'innovation. Donc, ça, c'est pour rendre pompeux, etc. Quand on dit ministère de l'urbanisme, ça regroupe... L'urbanisme, c'est quoi? C'est la ville. Ça regroupe déjà tout. Tout dépend du contenu que vous allez mettre dedans. Voilà. Le reste, maintenant, ce n'est que du folklore. Donc, on a eu des dénominations ici, mais qui n'ont rien apporté de nouveau à la réalité du Burkina Faso. Mais est-ce que cela ce n'est pas peut-être les capacités qu'on n'a pas appréhendées très bien mais monsieur Lukman, plutôt que les dénominations qui posent c'est ça le vrai problème. problème. Je vous ai dit que ce régime est un régime de gestion. Ce n'est pas un régime de mission. Donc, vous pouvez mettre toutes les appellations possibles. Ils n'ont pas le ressort nécessaire pour susciter le dynamisme de la population. C'est ça qui manque. Maintenant, par rapport au ministère de la Défense, il faut dire que le ministre de la Défense, c'est un poste administratif. C'est tout. Parce que celui qui détermine la politique de défense du pays, c'est le chef de l'État. Et celui qui exécute la politique de défense du pays, c'est le chef d'état-major général. Donc, le ministre de la Défense est là comme un tampon entre le président et le chef d'état-major général des armées. Il a aussi un rôle qu'il joue, le ministre de la Défense. C'est beaucoup plus administratif, c'est ce que je veux dire, il signe des papiers. Il signe des papiers. Il ne détermine pas la politique de la défense. Ça revient, n'est-ce pas, au commandement. Voilà. Maintenant, par rapport à Clément Sawadogo, bon, à un moment donné, il était ministre de l'administration territoriale, quand l'insécurité battait son plein. On a dit que voilà, il n'était pas à la hauteur, tout. Il avait même commandé des équipements pour la sécurité, etc.
Donc on a enlevé, on a mis quelqu'un d'autre. Et on a vu que finalement, ça n'a pas changé beaucoup de choses. Et que finalement, ce que Clément Saorgo avait ébauché comme politique n'était pas si mauvais que ça. Donc c'est ce qui a justifié son retour. Non seulement son retour, mais pour lui faire savoir qu'on n'était pas si mécontent de son travail, il est devenu ministre d'État. Voilà. Donc moi, j'analyse ça sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec l'opinion, tout ça, on a cru que ce qu'il faisait n'était pas bon. Quand je dis on a cru, c'est le régime en place. Bien sûr. Voilà. Et puis on s'est aperçu que mais finalement, ce qu'il avait ébauché, ce n'était pas si mauvais que ça. On a dit, bon, d'accord, donc, mais reviens. Mais pour montrer que vraiment, on est reconnaissant vis-à-vis de ce que tu avais fait, tu n'es plus simplement ministre, mais tu es maintenant ministre d'État. D'accord. Alors, Maître, on reste avec vous pour parler du ministère de la Réconciliation. Le président du FASO, lors de sa campagne électorale, a dit qu'il mettrait en œuvre la réconciliation nationale dans les 6 premiers mois de son mandat. Et donc, traduction concrète, c'est la création d'un ministère auprès de la présidente du FASO, donc M. Zéphirin Diabré, ministre d'État, chargé donc de la gestion de ce ministère. Oui. Commentaire. Non, mais c'est pour dire qu'il veut frapper les esprits. Parce que si on veut analyser, ça veut dire quoi? Déjà, quand vous êtes ministre d'État, vous êtes pratiquement un vice-premier ministre. Et quand vous êtes ministre d'État auprès de la présidence du FASO, vous êtes pratiquement l'équivalent du Premier ministre. Est-ce que vous avez vu? Donc, en fait, c'est un Premier ministre bis. Moi, j'analyse en ce sens que c'est pour tenir compte du passé de M. Zéphirin Diabré. Parce que si Roch-Marc Christian Kaboré est là où il est lui-même, c'est en partie à cause de la lutte que Zéphirin Diabré a menée sous Blaise Compaoré. Parce que sans la lutte menée par l'opposition que conduisait Zéphirin Diabré, on n'aurait pas abouti à l'insurrection qui a conduit, on n'aurait même pas abouti aux démissions des ROC, etc., du CDP. Ils n'auraient pas eu le courage de démissionner si l'opposition n'était pas suffisamment structurée et forte à l'époque. Donc, c'est un peu cela. Deuxièmement, moi, je vois ça un peu comme un hommage rendu aux militants de l'UPC qui verront, n'est-ce pas, dans la nomination de leur chef au poste de ministre d'État auprès de la présidence, une certaine reconnaissance aussi de leur lutte. Et troisièmement, moi, je pense que c'est un peu aussi pour ne pas trop humilier Zéphirin Diabré. Parce qu'étant de l'opposition et qui rejoint maintenant la majorité, alors si on lui donne un poste quelconque, ça banaliserait et l'UPC et Zéphirin Diabré. Et donc, dans un premier temps, pour ne pas trop humilier aussi les Zéphirin et ses militants, alors on le nomme ministre d'État auprès du président du FASO. Mais combien de temps cela va durer, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est pas, quand on le nomme ministre d'État, est-ce qu'on fait monter quelqu'un à un certain niveau du protocole de l'État si ce n'est pas sa capacité? Non, monsieur Loukman, non, ça c'est une question protocolaire. Si vous avez remarqué, par exemple, quand Nye Boyensa était président de l'Assemblée nationale, quand on l'a débarqué de la présidence de l'Assemblée nationale, quel a été son poste? Ministre d'État. Ministre d'État, oui. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. Avant, éventuellement, de te déchoir complètement. Donc, on le nomme ministre d'État. Donc, pour que ne pas, comme je dis là, pour ne pas humilier est-ce que c'est une humiliation forcément? Pourquoi est-ce que c'est une humiliation forcément? Parce que politiquement, oui, cela n'a pas une... Non, monsieur Loukman, n'a pas une signification politique plutôt qu'une signification personnelle. C'est une signification politique, mais il aurait pu nommer quelqu'un d'autre. Parce que ce que vous oubliez, à l'issue des élections de 2015, l'UPC aurait pu être la cheville ouvrière du parti, du régime. Parce qu'en ce moment, le MPP n'avait pas la majorité absolue. C'est l'UNPS qui a servi de cheville ouvrière pour constituer la majorité à l'époque. Est-ce que vous avez vu? En ce moment-là, Zéphirin Diabré avait un poids sérieux à jouer au sein du MPP. Mais à l'heure actuelle, le MPP n'a pas besoin de Zéphirin Diabré pour gouverner. Ils ont suffisamment de majorité. Avec ses alliés, ils n'ont pas besoin de Zéphirin Diabré. Donc, ils n'étaient pas obligés de le nommer. Ils pouvaient nommer quelqu'un d'autre. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai analysé sous ces 3 aspects-là pour expliquer, selon moi, la nomination de Zéphirin Diabré. Le ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale qui a été créé, ministère d'État pour celui qui reçoit ce poste, donc Zéphirin Diabré. Est-ce que politiquement, pour certains qui ne s'expliquent pas le fait que Zéphirin Diabré quitte l'opposition, donc ex-chef d'État, ex-chef fil de l'opposition, qui est donc aujourd'hui nommé, est-ce que politiquement ça pose un problème? Bien sûr que ça pose un problème. Un problème d'éthique, même si on dit qu'en politique il n'y a pas d'éthique.
il y a même un problème de comment on dit ça, prêtez-moi le mot, un problème d'orgueil personnel qui devait pouvoir prévaloir. Chez qui? Parce que quand on est quand même un homme politique sérieux, moi à mon sens, on ne peut pas être opposant d'un régime, surtout au seuil où Zéphirin Diabré avait posé son action en tant qu'opposant au régime en place, avec les déclarations qu'il y a eu à faire en tant qu'opposant au régime en place. Celui qui a déclaré que ce régime, il est congénitalement incapable de gérer ce pays et qu'il faut un changement. Au détour d'une élection, parce que tu as perdu, c'est une déculottée au niveau des élections, tu oublies tout ça, toutes tes convictions, tu les as oubliées, tu prends tes armes, tes bagages, tu t'assois chez l'adversaire. Et tu dis que ça, c'est normal en politique. Moi, je dis non. Il y a quand même un minimum de dignité quand même faut préserver. Est-ce qu'en politique, le jeu politique n'admet pas des alliances de circonstances? Mais quand même, avec un minimum d'éthique quand même. Un minimum de... Je ne sais pas. C'est très vilain à voir, moi, à mon sens. Très vilain à voir. Okay. Parce que ça laisse croire que tout ce qu'il disait depuis lors, là, c'était... Il n'y a aucune conviction dans tout ce qu'il faisait jusqu'à présent. Tout ce qu'il déclare, ses déclarations, c'était comme si, bon, il s'amusait avec nous autres, la population, il faisait croire qu'il était opposé au régime en réalité, mais il n'était pas opposé en réalité. Sinon, quand on a des convictions à ces niveaux-là, on ne peut pas du jour au lendemain réunir ces convictions de cette façon-là. Ce n'est pas possible. D'accord. Ah oui, il faut dire que... Je n'ai pas encore dit que... Non, il faut dire que sur ce plan, moi je suis d'accord avec Bama. Parce que quand on voit, n'est-ce pas, les déclarations, tout le comportement de Zéphirin Diabré, et puis du jour au lendemain, il tourne, n'est-ce pas, Kazakh, et c'est lui qui rend hommage, n'est-ce pas, à Rochman Christian Kaboré. Cela dit, il faut dire qu'on peut être opposant et être nommé dans le gouvernement. Mais, comme Bama l'a toujours dit, il y a la manière. Quand Ouad était opposé à Abdou Diouf, par exemple, à un moment donné, Abdou Diouf l'a nommé ministre d'État. Mais c'était après des négociations. C'était à la suite des négociations. Et Ouad a posé ses conditions. Voilà. Et Ouad, entre-temps, a eu à faire la case prison avant de devenir être ministre d'État. Donc, moi, j'aurais compris que ce fut à la suite d'un scénario, des négociations, etc., des tractations, qu'on aboutisse à cela, et non que cela se fasse de façon, comment je vais dire là. Et puis, deuxièmement, il faut dire que pourquoi Zéphirin a eu moins de voix comme ça? Moi, j'ai discuté avec les gens de l'UPC. Il y a des militants ou même des membres de la direction de l'UPC qui ont dit qu'eux, ils ont le sentiment que Zéphirin mène un combat personnel. Que parce que l'UPC a été créé par opposition à Blaise Compaoré. C'est pour ça qu'on a appelé ça Union pour le changement. Et il a mené la lutte. Donc, ils ne comprennent pas que l'UPC embouche la même trompette que les CDP concernant certains points de revendication. Mais ça, c'est une question de stratégie, peut-être. Oui. Parce que l'UPC, chef de file de l'opposition, Zéphirin, a quand même accepté le MPP qui a quitté le CDP en 2014. Oui, mais... il y a certains dans l'UPC, le CEFOP n'avait pas accepté. Je comprends. Zéphirin avait accepté. Ce n'est pas la même chose. Parce que c'est le MPP qui a rejoint l'UPC. Ce n'est pas l'UPC qui a accepté. L'UPC menait sa lutte contre le régime de Blaise Compaoré. À un moment donné, ils ont eu le renfort du MPP. Ils auraient pu refuser. Non, on ne peut pas refuser un tel renfort dans une situation aussi critique. Est-ce que vous avez vu? Donc, les gens, beaucoup ont dit qu'ils ne comprennent pas le jeu de Zéphirin Diabré et que finalement, c'est un jeu personnel. Et la suite a montré que finalement, ce n'était pas une question de conviction. Alors, quand on fait un rapprochement avec certains pays à côté, la Côte d'Ivoire, c'est fréquent de voir en Côte d'Ivoire ce jeu se faire, ce jeu de changement de position, de ramification. Alors, je voudrais toujours dire que l'analyse que nous faisons, nous ne devrions pas tirer les conclusions avant d'avoir posé les prémices. Il faut regarder d'où on part pour arriver jusqu'à là où on est. Mais imaginons que M. Zéphirin Diabré sortait avec le plus grand nombre de députés pendant qu'on a élu M. Roch. Il allait être nommé Premier ministre et peut-être mener une cohabitation, nommer ses ministres et puis nommer peut-être des gens. Ce que je veux dire, je crois que le fait de nommer M. Zéphirin Diabré ministre d'État auprès de la présidente du FASO pour la réconciliation nationale, c'est parce que pour faire la réconciliation nationale, tant que l'on veut faire tant que tout le monde pense qu'au niveau du Burkina, il y a quelques petits problèmes que nous devons régler pour notre vivre ensemble. La réconciliation se fait avec des personnalités sur lesquelles il y a un minimum de crédit que l'on accorde.
Vous ne pouvez pas chercher, par exemple, si vous devez, un homme et une femme, dans leur couple ne s'entendent pas, vous ne pouvez pas aller chercher un enfant de 3 ans pour venir réconcilier un père de famille avec son épouse. Il faudrait une personne qui ait une certaine carrure, auquel certaines personnes croient, pour être médiateur d'une personne. Moi, je crois que le fait de nommer M. Diabré, avec tout ce que l'on peut lui reprocher, je crois que c'est une personne, quoi que l'on dise, qui a montré une certaine capacité de dépassement pour parler avec les gens avec qui même il ne peut ne pas être d'accord. Oui, André Génibourou, je crois que sur ce niveau-là, beaucoup de gens croient en cette thèse que M. Diabré a des capacités, il a de l'expérience, il a une certaine position médiane. Mais le problème qui est débattu ici, c'est qu'il ne devrait pas quitter l'opposition pour aller à la majorité. Non, mais attendez, je veux dire, soit le peuple est hypocrite, soit le peuple ne sait pas ce qu'il veut. M. Diabré s'est présenté au poste de président de la République. Vous ne l'avez pas voté parce que vous pensez que son programme ou bien sa personnalité ne vous convient pas. Et le monsieur, avec son parti, décide de faire quelque chose et c'est vous qui venez vouloir le rabrouer. Moi, je pense que dans la vie... Ce n'est pas le peuple qui le rabroue, ce sont des analystes. Non, ça veut dire... moi, je regarde encore une fois les faits parce que tout le monde peut émettre toutes les opinions contraires et c'est ça que les philosophes appellent la thèse, l'antithèse et la synthèse. Aujourd'hui, ce que nous disons, moi, je constate que l'on a convoqué, on a demandé à M. Diabré de venir pour un travail précis. Je regarde la capacité de la personne. Je regarde la capacité de la personne à mener la mission qu'on lui a confiée. Maintenant, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, moi, je pense qu'il faut le juger par rapport à la mission que l'on le confie. À moins qu'on ne veuille pas André, de la réconciliation. Par rapport au temps, est-ce qu'il a dit... On va ouvrir le micro, on va revenir, on va ouvrir le téléphone, on va revenir certainement sur ce sujet. Je voudrais qu'on termine très rapidement sur le même sujet du gouvernement. Par rapport à l'entrée comparée au gouvernement passé, on a remarqué que le MPP est beaucoup plus représenté dans ce gouvernement et a un peu plus le contrôle de ce gouvernement. Oui, d'abord... Une minute pour chacun. Oui, d'abord, il faut dire ça peut améliorer davantage la responsabilité politique? Est-ce que le MPP aujourd'hui est vraiment, on va dire, propriétaire de son gouvernement? Mais c'est sa chose. Par le passé, on a vu beaucoup d'influence, un peu de la société civile, des alliés, mais là, on remarque que le MPP est plus... mais c'est tout à fait normal. C'est la chose du MPP. Et si vous ajoutez au MPP, n'est-ce pas, le NTD, le PDC, qui ne sont que des variances du MPP, RPI. il fait ce qu'il veut. Maintenant, par rapport à Zéphirine Diabré, il faut dire que ce n'est pas Zéphirine Diabré celui qui compte. Il faut tenir compte aussi des militants de l'UPC. Est-ce que vous avez vu? Il y a des militants de l'UPC qui étaient à l'UPC par opposition, par haine au MPP. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ces gens? On va évoluer sur cette question. Voilà, oui, d'accord. On aura l'occasion par rapport au avec MPP, les appels, les donc par rapport au... Oui, par rapport au MPP qui certainement est revenu, parce qu'on avait vu les cadres du MPP, tout le cours du mandat passé, chaque fois sur la scène, en train de dénoncer le fait que le MPP n'est pas maître de son gouvernement. Cette fois-ci, c'est le cas. Quel est l'intérêt que l'on peut... Non, c'est pourquoi? Il veut dire que, d'abord, c'est notre chose. Et vous, les autres là, bon, c'est comme avait dit Dim Salif là, ceux qui sont venus, n'est-ce pas, pour boire le lait, non pas compter les vaches. Donc le MPP veut faire savoir que, et puis ils ont le droit aussi, ils revendiquent, ils se sont dit, jusque-là, n'est-ce pas, nous, on a la portion congrue, alors que c'est notre régime, donc il faut que vraiment, Est-ce qu'il y a donc un avantage à cela, André Eugène et Lagui Pouté? Écoutez, comme l'a si bien dit Maître, tant qu'on ne déclare pas que c'est un gouvernement de consensus national, je crois que ce qu'on aurait aimé, c'est que ceux qui ont gagné le pouvoir puissent l'exercer et nous montrer ce dont ils sont capables. Ceux qui n'ont pas eu le pouvoir, s'ils veulent s'opposer et puis dire nous pensons qu'on peut faire autrement, que l'on s'oppose. Mais bon, écoutez, dans la stratégie de l'émiettement pour nous regrouper, vous avez des partis aujourd'hui qui sont presque du MPP, qui se sont émiettés pour rassembler des miettes pour venir le mettre ensemble. Ben écoutez, c'est leur affaire. Nagui? Non, moi je crois que l'analyse qu'on peut faire à ce niveau, c'est que les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, le MPP n'a pas trop besoin des gens d'à côté pour faire son affaire. Avec le ralliement de l'UPC, déjà, il était en bon poursuivi pour faire ce qu'il veut. Parce que en 2015,
le MPP n'avait que l'UNIPS ouais. et tout ça pour pouvoir faire sa majorité à l'Assemblée. Alors que cette fois-ci, même les NTD et autres, s'ils veulent revendiquer trop, on va dire, ben, allez-vous faire foutre. On a déjà l'UPC qui est là avec nous, on peut faire notre majorité sans vous. Donc ici... Et donc cela a dû influencer sur le gouvernement, à la composition du gouvernement. Parce que ce qu'on a entendu dans les rumeurs, c'est qu'après avoir fait son plein de députés, les gars de NTD s'attendaient à beaucoup de strapontins au niveau du gouvernement. Mais je crois que c'est le ralliement des Zéphirins qui a dû les ramollir parce qu'on a dû leur faire comprendre que non, même sans vous, nous, on peut faire notre affaire. Donc c'est pourquoi. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. D'accord. Merci. On va évoluer sur notre second sujet. Je rappelle aux téléspectateurs qui veulent participer à ce débat-là de pouvoir déjà appeler. C'est faire inscrire et la télé va donc les rappeler pour prendre leur intervention. On continue. Second sujet, il s'agit des audiences qui sont en lien bien sûr avec la création du ministère chargé de la réconciliation nationale. On a vu donc deux organisations, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCRUN, et le Haut Conseil pour le dialogue social, qui ont donc rapidement sont passés, en tout cas ont été reçus. Ils ont demandé, donc ils sont allés à la primature et dans les deux cas, c'était pour se poser des questions sur la collaboration qui peut exister entre les deux, entre leur structure et le ministère qui vient d'être créé. Qu'est-ce que cela peut supposer? Est-ce que la collaboration peut bien fonctionner ou alors d'autres vont disparaître au profit d'autres? Bama. Bon, d'abord, avant d'en arriver à cette question, je voudrais revenir sur quelque chose que le doyen a dit tout à l'heure, à savoir que les Burkinabés seraient... L'idée, c'est de dire que... Et ça, tout le monde, beaucoup de gens le disent vis-à-vis de ces Zéphirins, parce qu'il s'est présenté à la présidentielle, on ne l'a pas élu, il veut faire ce qu'il veut faire, encore on ne veut pas. J'ai dit non. Cette analyse est trop simpliste. Quand on a des convictions, on est engagé dans un combat politique. Ce n'est pas parce qu'on a échoué une élection qu'on change de conviction immédiatement. On a vu des opposants qui ont fait 50 ans dans l'opposition, mais ils ont été élus un jour. Aujourd'hui, le peuple ne peut ne pas... Lagui, est-ce qu'il y a une démarche standard qu'on peut donner pour que moi, je pense que en politique, le plus important pour un homme politique, c'est sa conviction. Sa conviction dans son débat, est-ce que ce n'est pas une conviction que de penser que en s'alliant au pouvoir, on atteindra aussi des objectifs politiques? C'est pas possible. Il n'y a pas de conviction à ce niveau. Tu réunis tes convictions pour aller faire autre chose. Ça, c'est clair. Et en plus, quand tu regardes d'un point de vue idéologique, comment tu quittes, toi, tu te dis libéral, et tu tentes à lier à des sociaux, ou bien des sociaux-démocrates, des socialistes. La cohésion, c'est à quel niveau? En plus, on va revenir sur le sujet en question. Je voulais finir là avant d'en venir à ta question. Donc, pour dire que, en réalité, ce qui manque dans notre système politique, sur notre scène politique, chez nos gouvernants, c'est surtout ça. Les gens n'ont pas de conviction dans leur combat. C'est des positionnements de circonstances par rapport à des intérêts du moment. Okay, c'est qu'on dit, et ça me permet d'aborder ta question. Je viens d'abord sur ça. Nous, les médias, on a une déontologie. Les avocats, dans le barreau, ils ont une déontologie. Les architectes ont une déontologie. En politique, où est la déontologie? Est-ce que, pour autant, est-ce qu'on ne fait pas trop souvent des jugements sur la façon de marcher des gens, leurs démarches, leurs perspectives, la façon d'aborder? Parce que tout parti vise la conquête du pouvoir. Est-ce qu'il y a une voie tracée pour la conquête du pouvoir? Non. Qu'on peut mais en même de façon standard en même temps, un homme politique aussi, c'est une certaine constance dans ses convictions. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, tu es ici, demain tu es là, tu changes chaque fois de position par rapport au même sujet, et tu veux qu'on te suive dans ça, on ne peut pas te suivre, ce n'est pas possible. D'accord. On y va pour le HCRUN et le HEDS. Donc, pour moi, cette question de réconciliation-là, les Burkinabés doivent ouvrir l'œil. Parce que moi, je vois encore là une occasion de duperie que les politiciens sont en train de vouloir concocter, comme en 2001, dans cette affaire de Journée nationale du pardon. Cette affaire de réconciliation, comme le doyen l'a dit, je pense, ou bien c'est le maître qui l'a dit au tout début, il y a quelques problèmes de réconciliation au Burkina. Voilà la première question qu'il faut se poser. En quoi est-ce qu'on a besoin de se réconcilier au Burkina? Il n'y a pas très longtemps, nous autres, on a posé le problème des stigmatisations, en tout cas entre
c'est un problème, c'est réel. Mais c'est un problème qui est déjà pris en charge par Ashkurun et autres, tout ça. Et on nous a toujours dit ici que non, il n'y a pas de problème à ce niveau d'ailleurs. Le même pouvoir toujours ressasser ça avant l'élection. Comment se fait que dès qu'on finit l'élection, on se retrouve avec un problème de réconciliation au point d'aller créer un ministère d'État pour la réconciliation? Il est quitté où ce problème de réconciliation? D'accord, merci. Et en plus, j'espère que le président, il ne va pas se renier aussi. S'il pense que dans cette histoire-là, on peut faire rentrer Blaise Compaoré et puis on oublie la case justice pour parler de réconciliation sans justice, ils vont se foutre de loi dans l'œil parce que ça ne va pas marcher. Il faut d'abord passer par la case justice avant de parler de réconciliation. Je ne pense même pas que le président ait dit cela. Il a créé son ministère et il a dit que le Forum national va déterminer... Non, moi, ce qui m'a un peu surpris dans ces audiences-là est qu'il parte chez le Premier ministre pour demander des éclaircissements, pour les stratégies de collaboration, etc. Parce que le ministère des Zéphirin n'est pas géré par le Premier ministre. C'est la présidente du Faso. Ils auraient dû aller chez le président du Faso. De même, le Haut Conseil pour le dialogue social, n'est pas géré par le Premier ministère. Il ne faut pas oublier que les institutions relèvent directement du président du Faso. Que ce soit le médiateur du Faso, que ce soit le Conseil économique et social, que ce soit le Conseil supérieur de la communication, que ce soit le HCRUN, que ce soit le Haut Conseil pour le dialogue social, il relève du président du Faso, pas du Premier ministre. Le Premier ministre n'a rien à foutre dedans. Par exemple, le Premier ministre ne peut pas savoir quel est le contour du ministère des Zéphirin Diabré. Donc, il peut y avoir contradiction entre ce que lui, il va dire et ce que le président du Faso va déterminer comme mission pour Zéphirin Diabré. Parce qu'il relève directement du président du Faso. C'est comme j'ai eu à le dire ici, à l'entame, un ministère d'État ne répond pas du Premier ministre, il répond du président du Faso. Un ministre délégué à la présidence du Faso répond du président du Faso. Donc, or, ici, là, nous avons affaire à un ministère d'État à la présidence du Faso. Il n'a rien à voir avec le Premier ministre. Donc, qu'est-ce que le Premier ministre peut bien leur dire? C'est ça le problème. Le Premier ministre aurait dû, par exemple, les orienter vers la présidence du Faso. Maintenant, peut-être que c'était une visite de courtoisie, etc. Et puis, comme ils ne savaient pas comment dire pour que l'opinion accepte, ils ont dû inventer ce motif-là. D'accord. André Génigouro. Non, je crois que Maître m'a marché sur la langue. Moi, je n'ai pas quelque chose à dire encore parce que c'est ce que je souhaitais dire. Est-ce que la création du ministère de la Réconciliation nationale a quelque chose à voir avec le Haut Conseil pour le dialogue social, quand on sait que ça s'est créé c'est internationalement recommandé? Par exemple, l'OIT a recommandé que les États mettent des hauts conseils pour le dialogue. Qu'est-ce que ça a à voir, par exemple, avec la Réconciliation nationale? Non, mais attendez. Le dialogue social ou la cohésion sociale, c'est presque deux termes interchangeables. Vous remarquez que le ministre d'État à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Je vous ai dit qu'on a imputé la cohésion sociale au ministère de l'administration territoriale pour venir donner à la réconciliation nationale. Le dialogue social, la cohésion sociale échoue à M. Zéphirin Diabré. Comme l'a si bien dit Maître, en principe, je n'ai pas compris comment des présidents d'institutions, comme il a dit si bien, relève du président du Faso, et aille demander au Premier ministre ce qu'il doit faire. Bon, mais nous sommes dans les incongruités de la République. Mais sinon, effectivement, je crois que le président du HCRUN devrait aller demander au président du Faso, puisqu'il est rattaché selon la loi à la présidence du Faso. Demander, nous voyons que vous avez créé, de toutes les façons, le HCRUN est presque il est à la fin de son mandat. Le 15 janvier est arrivé, ils étaient installés le 15 janvier par le président du Faso en 2020. En 2015. 2015, leur mandat est arrivé à expiration. Ils ont été, bien sûr, prêtés serment en février. Mais comme c'est une structure à résultat, et que le président du Faso aussi parle de culture de résultat, j'imagine qu'ils vont remettre le rapport. Et le président du Faso, au regard du rapport, normalement qui devrait lui être remis, mais aussi qui devrait être public, va regarder, au regard de la feuille de route qu'on avait donnée au HCRUN
en faisant la loi, puisqu'il y en a deux, vous résolvez les problèmes des 5065 dossiers et vous créez les conditions pour la réconciliation nationale. Si les deux objectifs qui ont été assignés au HCOUN sont atteints, c'est le président du FASO qui juge du mandat qu'il a donné au HCOUN, si il est atteint ou pas atteint. Donc, attendons que le président du FASO, au regard du rapport qu'on va lui soumettre et certainement des recommandations, prendra la disposition. Mais j'imagine que s'il crée un ministre, il nomme un ministre d'État, puisque, encore une fois, les Burkinabés font une confusion. Il n'y a pas un ministère d'État. Il y a un ministre d'État à quelque chose. Donc, quand le président du FASO recevra le rapport et va analyser le rapport, il verra si le HCOUN a rempli sa mission, puisqu'il y a une possibilité de renouveler le mandat ou bien de ne pas renouveler le mandat. Merci, André Génie. On prend notre premier téléspectateur, M. Franck Sia à Ouagadougou, qui s'intéresse. Donc, on a tout le monde appelle sur l'unique sujet ou le premier sujet, premier gouvernement, deuxième mandat. M. Franck Sia. Oui, bonjour, Lukman. Bonjour à vous. Ouais. En fait, moi, je voulais intervenir par rapport au premier gouvernement du deuxième mandat. D'accord. Et surtout la participation de son excellence Djibril Diabré au gouvernement. Allez-y. Alors moi je pense que Djibril Diabré est un patriote. D'accord. Qui a géré le chef de file de l'opposition burkinabé, qui a apporté sa contribution justement par rapport à l'édifice de notre nation. Par ses critiques, par ses observations, je pense qu'il a pu quand même influencer un peu la gestion du gouvernement de l'Europe, qui a permis justement à certains ministres, par ses critiques, de corriger les insuffisances. Donc pour moi, je prends ça comme un patriote au service de sa nation. Alors, quand on a suivi un peu la campagne politique présidentielle et législative passée, alors la question de la réconciliation était au centre. Que ce soit les partis dits de grands bombas, chacun d'eux avait la réconciliation dans son programme. Et le peuple burkinabé dans son entièreté, bon, je ne dirais pas dans son entièreté, mais la plupart des Burkinabés voulaient vraiment cette réconciliation qui allait répondre aux principes vérité, justice et réconciliation. Donc moi je pense que c'est cet appel-là que Djibril Diabré a répondu pour apporter sa pierre encore à l'édifice de la nation. D'autant plus que ce soit le MPP, que ce soit le CDP et que ce soit encore l'UPC, chacun avait la réconciliation dans son programme. Bon, pour moi, je pense qu'il est venu exécuter comme un ouvrier à la tâche pour permettre au peuple burkinabé de se réconcilier. Et dans cette réconciliation, moi, je ne pense pas que je ne dis pas ça au retour de Blaise Compaoré seulement. Parce que la réconciliation, c'est plus de 5000 poussières de dossiers, y compris les crimes de sang, les crimes économiques, et ainsi de suite. D'accord. Et je pense que ça soit président, que ça soit président, quelqu'un avait l'intention de faire entrer quelqu'un sans justice. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir raison garder. D'abord, voir la de mission qu'on a donnée à Djibril, l'analyser et comprendre beaucoup de choses. Et c'est ma contribution par rapport à ce débat. Merci, monsieur Sia Ouagadougou. Oui, réaction sur la... Moi, je voudrais réagir. Oui. Bon, sur la question de la réconciliation, il y a des gens qui ont tracé un chemin. Mais je dis, ce chemin-là n'est pas forcément le bon pour tout le monde. Je dis, les gens disent, pour la réconciliation, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, il nous faut la vérité, la justice et la réconciliation comme une ligne droite. Je parle sous le contrôle des gens qui ont déjà travaillé dans les villages. Il y a des gens qui se sont bagarrés, qui ont eu la vérité, qui ne sont pas passés par la case justice et qui se sont réconciliés. Il y a des gens, maître peut dire, il y a des gens qui se sont bagarrés en couple, qui ont divorcé et qui ne sont pas passés devant le juge et qui se sont retrouvés. Je sais qu'il y a des gens, les gens qui ont une idée fixe, mais ça aussi c'est la dictature de la pensée unique. Hein. Mais je dis, dans la réconciliation, il n'y a pas qu'une seule voie pour se réconcilier. Or, il y a des gens qui veulent nous imposer une seule voie. Cela dit, jouons comme nous faisons de l'analyse et qu'on donne nos opinions.
On peut imaginer, par exemple, que j'imagine que d'ici 2022-2023, le paysage politique va se bouleverser. Imaginons que l'UPC aille se fondre au MPP et créer un nouveau parti, puisque le CDP a été une fusion de plusieurs partis, même de l'opposition. Si l'UPC part se joindre au MPP pour créer un nouveau parti, peut-être que M. Zéphirin Diabré peut être candidat en 2025 et être élu. Les gens qui disent qu'il a une conviction pour diriger le pays là, peut-être sa stratégie c'est de dire, je m'en vais avec les gens aujourd'hui, peut-être pour arriver là où je vais être après demain. Je pense que si on veut faire, c'est pourquoi je dis dans l'analyse, chacun vient avec une analyse. Il n'y a pas une analyse unique qui est vérité pour tout le monde. Ça rappelle un peu une vidéo qui circule où Laurent Gbagbo disait qu'en politique, qu'il n'y a pas d'idéologie. Qu'il y a, qu'on quitte un point A pour atteindre un point B. Et ça dépend de comment on place les pieds et on y arrive. Bon, sa façon de dire qu'en fait, il n'y a pas de... Je voulais terminer en disant, il faut que les Burkinabés acceptent que quand nous sommes des intellectuels, chacun réfléchit à sa manière. Et il n'y a pas une pensée unique que l'on doit imposer aux gens. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont dans la société André civile. Gène, on va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Idrissa Koulibaly de Ouagadougou, qui revient également sur le même sujet du premier gouvernement du deuxième mandat. M. Koulibaly. Alors, Oui, allez-y, M. Koulibaly. Oui, allez-y, bonjour. vous allez bien? Oui, ça va. Merci. Moi, je voulais intervenir sur le premier gouvernement du deuxième mandat. D'accord, allez-y. Je crois qu'actuellement, au Burkina Faso, s'il y a une seule chose sur laquelle tous les Burkinabés sont d'accord, c'est la question de se réconcilier ou périr, comme je dirais le titre d'un potentiel Nobel de littérature. Donc, par rapport à Zéphirin Diabré, je pense que tout le mal que les Burkinabés, dans leur ensemble, doivent souhaiter à Zéphirin Diabré, c'est de réussir cette mission. Parce que réellement, il faut reconnaître pourquoi les uns et les autres sont mal à l'aise par rapport à la nomination de Zéphirin Diabré là-bas. C'est parce qu'ils ont vu quand même sa qualité de leadership au niveau de l'opposition qui a beaucoup contribué à offrir au Burkina Faso une opposition vraiment puissante et solide, même constructive. Donc, au Burkina Faso, ce qui rend le problème difficile, c'est le contenu qu'on met dans la réconciliation nationale. Il y a un vide total. Si bien que dans la tête de tout le monde ou de beaucoup de gens, ou même ceux qui se laissent manipuler par d'autres politiciens, on pense que la réconciliation nationale, c'est faire venir uniquement et honorablement Blaise Compaoré à l'aéroport et puis l'accompagner à Guignaré pour le préparer à revenir à Corsia. Alors qu'on oublie tous les problèmes économiques, crimes de sang et même les conflits sociaux qui compromettent notre vivre ensemble. Sinon que je pense que Zéphirin Diabré a le profil quand même du métier et l'homme pourra faire l'affaire pour le bonheur de tous les Burkinabés. Évitons tout simplement d'avoir des préjugés et je pense que Zéphirin Diabré lui-même doit savoir qu'il doit guider d'abord les cœurs des gens avant d'aller au four pour tenter quand même une médiation. D'accord. Sinon, les gens Merci. Merci. Oui. C'est amener Blaise Compaoré seulement à l'aéroport et tout le monde va l'accueillir et puis on le soulève jusqu'à chez lui. Merci, M. Koulibaly. Merci, M. Koulibaly. Merci pour votre appel. Je voudrais juste lire ceci. Le 10 janvier 2020, le Moro Naba. Oui. Merci, M. Koulibaly. Merci bien pour votre appel. Le 10 janvier 2020, il y a eu
un message conjoint du Moro Daba au titre de coutumier du Burkina, son éminence cardinal Philippe Ouedraogo, le docteur Cheikh Doucouré Aboubakar, le révérend pasteur Henriet, qui ont appelé le peuple à l'union, à telles les différences partisanes, au renforcement du lien social et plus encore à la nécessité pour notre pays, disent-ils, d'avoir un dialogue profond qui passe par une réconciliation inclusive, ouverte et effective. Ça, c'était l'année dernière. L'ensemble donc des religieux et des coutumiers, dans une déclaration conjointe, pour la première fois, se sont prononcés sur la question, appelant donc à une réconciliation réelle, vraie, effective. Bama. Voyez-vous, il faut que souvent on apprenne à tirer le leçon de notre passé, de ce qu'on vit dans ce pays. À vouloir chaque fois, devant certaines circonstances, chercher coûte que coûte des justificatifs pour justifier l'injustifiable, on ne s'en sortira jamais. Soyons réalistes. Toute cette rhétorique, ces deux intervenants viennent de servir là, c'est la même rhétorique qu'on a toujours entendue dans ce pays, dans ce genre de circonstances. En 2001, on l'a vu. Même avant, on l'a toujours vu. Et plus récemment, dans la nomination, dans la création du poste de haut représentant du chef de l'État. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle encore de cette histoire. Oui, qui était donc qu'est-ce qui devient animé par Chérussi. Voilà. Qu'est-ce que ce poste est parti où? En son temps, je me rappelle bien quand on a posé ce débat, on nous a toujours dit non, vous exagérez, il sait pourquoi il a fait ça. Mais il l'a nommé, de l'argent est rentré dedans. Il a fait quoi il a posé quoi comme acte? Et le poste a disparu comme ça, comme par enchantement. On n'a rien vu dedans. Pour vous dire que, non, laisse-moi terminer. Pour vous dire que chaque fois qu'on veut faire ce genre de je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est du péri là, ce n'est pas la rhétorique qui manque. On a toujours la rhétorique pour servir aux gens, pour justifier l'injustifiable. Mais la réalité sera qu'on a beau créer 10 000 ministères d'État chargés de la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas un ministre qui a fait la réconciliation au Burkina. C'est dans les actes de tout un chacun au quotidien dans le pays. Tant qu'il n'y a pas de justice, tant qu'on va laisser les plus petits qui ont des problèmes de justice dont on ne s'occupe pas, les blessés de la situation, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bien sûr que voilà justement, un sujet qui fait partie. Et ça, ce n'est pas un ministre qui doit le faire. Oui. Ce n'est pas un ministre qui peut le faire. C'est nous tous dans notre vécu au quotidien. Ces petits montages politiciens qu'on fait en créant des postes de ministères d'État pour récompenser soit des alliés circonstanciels, soit des amis politiques, ce n'est pas ça qu'on va nous faire avancer, c'est ça la réalité. Et c'est de l'argent qu'on paye inutilement dans ces trucs-là qui ne vont pas nous faire avancer. Le plus urgent, c'est la justice. Il faut que la justice prenne en charge toutes ces questions-là. Tant qu'on ne va pas avancer dans la justice, on n'avancera jamais. Comment on s'y prend pour poser les problèmes? Il y a beaucoup de cas. Le Ashkroun a ressorti, a travaillé sur quelque chose de 4500 dossiers. 5065 dossiers. Il y a des situations qui peut-être ne sont pas connues. Il y a des personnes qui n'ont pas, des victimes qui n'ont pas droit au chapitre. Tout ça ensemble, comment est-ce que l'État, le gouvernement peut prendre ça en main et le traiter s'il n'y a pas un ministère qui s'en charge? C'est très simple. Non, ce n'est pas un ministère qui s'en charge. Il y a une institution qui est là pour ces questions de justice-là. Il y a une institution judiciaire qui est là. C'est à lui de cette institution de faire son travail. Avant le Ashkroun, soyons pas amnésiques. En 2001, il n'y a pas eu un travail qui avait été fait. Des victimes de quoi, des victimes en politique n'ont pas été indemnisées dans ce pays. Des rapports ont été faits. Qu'est-ce qu'on en a fait finalement? Est-ce que justice a été rendue à ces gens? Le Ashkroun produit des rapports. Même ce ministère fait produire des rapports. Mais tant que dans nos pratiques quotidiennes, en justice, on ne veut pas avancer sur ces questions-là, les rapports vont s'attasser, mais il n'y aura pas de réconciliation. Non, c'est la réalité. Il faut dire qu'il y a même eu un ministère d'État chargé de la réconciliation qui était présidé par Ram Ouedraogo. Tout ça. Qui a produit un rapport. On a vu tout ça. Et comme j'ai eu à le dire, il y a déjà le Ashkroun, il y a le Conseil économique et social. Mais surtout, il ne faut pas oublier, ce n'est pas au Burkina Faso seulement qu'il y a des troubles, des insurrections, des injustices. Oui. Mais on ne crée pas ces structures. Mais en Côte d'Ivoire, le ministère de la Justice est là. Maître, actuellement en Côte d'Ivoire, il y a un ministère de la réconciliation. Au Mali, il y a un ministère de la réconciliation. Oui, mais monsieur ça n'aboutira à rien. Est-ce que c'est des exemples? Est-ce que ce sont des pays qui sont en train de travailler, n'ont pas encore donné est-ce que ce sont des pays dont l'exemple s'impose à l'humanité? Prenez les anciens pays, prenez les grands pays, n'est-ce pas, qui ont tout un long parcours qui peuvent nous instruire. Partout, il y a eu des problèmes de ce genre. Même si vous prenez le cas de l'Argentine, ou si vous prenez le cas du Chili, avec le régime Pinochet. On a le cas aussi du Rwanda qu'on peut citer. Oui, mais c'est le cas du Rwanda, le cas du Burundi, le cas de l'Afrique du Sud. C'est la justice qui a réglé. On n'a pas fait de la réconciliation. C'est la justice qui a réglé tous ces problèmes. D'accord. Vous avez vu. Maintenant, on prend notre, parce qu'on a un souci de technique là. On va prendre notre troisième téléspectateur, M. Alexandre Ouedraogo. M. Ouedraogo, Alexandre. Personnellement, je pense que les démissionnaires là avaient raison.
Qui nous parle? C'est M. Ouedraogo Alexandre? Oui, allô? M. Ouedraogo Alexandre? Oui, bonjour. D'accord, bonjour, allez-y. Comment allez-vous? Très bien. C'est Ouedraogo. D'accord, allez-y pour votre intervention. Oui, bonjour. Bon, on doit avoir des soucis. J'ai demandé à participer à l'émission. Allez-y, vous êtes à l'émission. Allez-y pour votre intervention. Voilà. C'est par rapport à la position de mon président, je dirais Diabré. D'accord, allez-y. Mais qu'il aille. J'ai dit, j'ai demandé à participer parce que je ne comprends pas la position de mon président, Désiré Diabré. Allez-y. Mon président aurait dû... nous Bon, demander- En attendant qu'il revienne, Vous parlez... attendez que ça se règle. Oui, mais je voudrais juste dire que ici, c'est une émission. Vous intervenez sur Zéphirin Diabré en tant que ministre de la Réconciliation, ou vous intervenez en tant que votre président des partis, parce que là, il faut peut-être recourir aux instances de votre parti pour régler votre problème avec votre président. Moi, je voulais dire quelque chose par rapport à l'idée. Une médaille est faite de deux faces, côté pile et côté face. On ne peut pas se focaliser en choisissant seulement de ne voir qu'un seul côté. Il y a des pays où la réconciliation a réussi. Vous prenez le cas du Rwanda, relativement réussi en Afrique du Sud, même si encore il y a des problèmes là, mais ce n'est pas le même contexte. Je veux dire au Burkina, même le cas qui s'est passé en 2001, si les gens avaient eu le courage de suivre ce que le Collège des sages a préconisé comme voie pour la réconciliation, on ne serait pas arrivé là. Il y a un chemin qui a été proposé, que Oui. des gens ont trouvé... Attends, on va prendre Monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Ouedraogo Alexandre. Oui, je vous écoute. Voilà. Non, c'est vous que vous écoutons, mais seulement on posait quelques balises. C'est-à-dire, D'accord, il n'y a pas de problème. si vous devez vous exprimer Oui, je à voudrais votre... m'exprimer par rapport à la position du Zéphirin comme ministre de la Réconciliation nationale. D'accord. Alors, pour nous, les militants de l'UPC, et personnellement, j'avoue ne pas comprendre sa position parce que on aurait dû quand même nous expliquer un peu. Il n'a qu'à aller au siège. Monsieur Ouedraogo, Monsieur Ouedraogo, Monsieur Ouedraogo, Oui, Monsieur Ouedraogo, oui, je vous écoute. vous êtes du l'UPC, c'est ça? Je suis de l'UPC. Bon, il nous sera difficile ici d'enregistrer une requête qui doit certainement être traitée dans les instances du parti. Nous appelons, Oui. Ce sont les citoyens qui s'expriment. Si c'est dans ce cas, Oui. on peut bien être d'accord pour votre opinion, mais si c'est au nom des militants et de vous-même en tant que militant, il nous sera difficile de l'enregistrer ici parce que, bon, comprenez bien, nous sommes dans une émission et on ne pourrait pas le faire. Bon, non, Merci. je Par pense rapport au thème que- général, hein, sur le gouvernement, le premier gouvernement, vous pouvez vous exprimer. Mais si Oui. c'est particulièrement des questions partisanes liées au parti et vous, on ne souhaiterait pas Oui. que vous en parliez à notre niveau ici. Bon, justement, je partage les avis de Bama et puis de l'autre militant, de l'autre... Invité? je partage l'avis de Bama. D'accord. Parce que nous sommes l'opposition, on n'a pas besoin d'aller dans un gouvernement pour participer à la réconciliation nationale. Vous voyez même que le président Zéphirin Diabré, lors de sa première intervention, était un peu perdu parce qu'il a posé le problème des femmes qui sont exclues de la société comme un problème national. Ce n'est pas un problème national, ça. C'est un problème de société que nous vivons depuis de longue date. On ne peut pas venir assimiler ce problème-là à la réconciliation. La réconciliation, on n'a pas besoin d'être dans un gouvernement. Il aurait pu rester dans l'opposition, se battre pour ses idéaux et nous allons l'accompagner jusqu'à atteindre ses objectifs. Pour nous militants, nous avons été Merci. outrés. Merci, M. Ouedraogo. À la prise de décision. Merci, M. Ouedraogo. Et On comprend qu'on ne là, tiendra c'est pas pas sur pour nos... un Merci pour votre intervention. On ne Oui. tiendra pas... Il est difficile de tenir sur nos différentes règles, donc on va
on va peut-être Oui, dire merci d'avoir participé. Oui. Non, mais moi j'ai retenu un petit bout de son intervention qui je trouve quand même assez pertinent. Voilà. Il a dit que on n'a pas besoin d'être au gouvernement pour participer à la réconciliation. Et ça, le débat qui se mène jusque-là, quand on écoute les uns les autres, c'était comme si, quand on est dans l'opposition, on ne peut plus participer à la réconciliation de ce pays. C'est comme si Zéphirin était resté avec son parti à l'opposition, il ne peut pas contribuer à la réconciliation de ce pays. Soyez sérieux? Non. Est-ce que la vision d'un opposant qui pose des problèmes, quand il passe à l'exécutif, est-ce que ce n'est pas nettement meilleur, une avancée par rapport aux problématiques qui posent à l'opposition? En quoi c'est une avancée? Autrement, on aurait pu quand même dissoudre toute l'opposition, et puis tout le monde a la majorité, et puis on avance avec la majorité. Imaginez que Edi aussi décide, bon, il va à la majorité. Qu'est-ce qu'on devient dans ce pays? Où est l'opposition? Mais justement, pour aller à la majorité, il faut avoir été appelé ou convenir avec peut-être le pouvoir, sinon on ne peut pas y aller comme ça. Il décide, même si on ne lui fait pas appel, en tout cas son action sur le terrain, il milite pour la majorité. Tu peux l'empêcher? L'opposition, ça devient quoi? Non, moi, je voulais peut-être rebondir sur la sur la question de l'ancienne réconciliation et les instances qui ont été mis en place. D'accord. Un instant, on va prendre la dernière qui nous appelle de Bobo Dioulasso, Madame Kouldiati Chantal, sur le même sujet. Madame, allez-y très rapidement. D'accord. Bonjour à tous. Voilà, déjà, je veux féliciter le chef de l'État pour le gouvernement de réconciliation. C'est un gouvernement d'unité. C'est un gouvernement qui rassemble et je félicite l'entrée de Zéphirin Diabré pour son unité. Et je crois en ce gouvernement et je demande au peuple burkinabé de faire confiance et de les laisser travailler pour que notre nation soit un exemple de démocratie, notre nation soit une nation de paix et une nation bénie. Je crois vraiment à ce gouvernement parce qu'on est en train de donner une leçon de démocratie, on est en train de repenser la façon de vivre ensemble et je félicite vraiment ce gouvernement. Bon, on me dit que le temps est fini, donc on va arrêter l'émission. On remettra ce sujet dans tous les cas pour la semaine prochaine. Concernant le gouvernement de la réconciliation, on parlera de la réconciliation dans la mesure où c'est le sujet phare du gouvernement, donc on va toujours en parler. On aura l'occasion de revenir sur tous les paramètres liés à toutes ces questions. Et le gouvernement, on n'a pas fini d'ailleurs d'évoquer certains aspects du nouveau gouvernement, le premier gouvernement du deuxième mandat. Donc on reviendra la semaine prochaine sur ces sujets-là encore. En tout cas, je voudrais vous dire merci à tous. Merci pour tous ceux qui ont appelé et on a aussi été rigoureux par moment pour ce qui concerne l'interactivité, mais c'est aussi les règles de l'émission interactive. On ne peut pas tout laisser passer, on est obligé de mettre des filtres. Et merci donc pour votre compréhension. J'étais donc avec André-Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci André-Eugène d'être passé. Maître Apollinaire Kielem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau, il est le président du CRIC, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci d'être passé. Et puis après, on prendra la facture pour le pain Siao. Et puis, dernier invité, Lagui Bama. Lagui Bama est rédacteur en chef du bimensuel Courrier confidentiel, un journal d'enquête. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.